Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième édition des États généraux du Règlement général sur la protection des données, organisée par l'association Ville Internet. C'est la troisième édition des États généraux, la première en visioconférence et en direct sur YouTube. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints. J'accueille avec nous Tiffaine Havel, qui est conseillère sur les questions institutionnelles et parlementaires à la CNIL. Bonjour Tiffaine. Bonjour, bonjour à tous. Et je suis moi-même Anna Mélin, journaliste pour Ville Internet, qui rédige les différents articles qui sont publiés sur le site et qui travaille notamment sur la question du RGPD et des différents travaux de la CNIL. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer notre propos. Juste revenir sur quelques éléments techniques pour que tout se passe correctement et notamment vous expliquer un petit peu le déroulé de ces états généraux. Dans un premier temps, Madame Havel va nous faire un petit exposé sur l'actualité du RGPD du point de vue de la CNIL. Puis, nous aborderons ensuite une phase de questions. Et donc, vous pourrez poser vos questions dans le chat qu'il y a disponible sur YouTube. Vous les posez par écrit et ensuite, je les relayerai directement à Madame Havel. Donc, je vous demande de ne pas rentrer dans des questions trop techniques qui pourraient ne pas être comprises par tout le monde et auquel Madame Havel, qui n'est pas une spécialiste technique en informatique, ne saura pas toujours répondre. Quoi qu'il en soit, si des questions manquaient, on pourrait être amené à vous transmettre des réponses par la suite. Lorsque Madame Havel citera des documents, nous ferons en sorte le plus possible de mettre les liens dans le chat sur YouTube afin qu'ils soient accessibles à tout le monde. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser les questions dans le chat si ça fonctionne bien. Je me chargerai ensuite de les relayer à la fin du propos. Donc, les états généraux sur le RGPD, donc Règlement général sur la protection des données, un texte qui s'applique depuis le 25 mai 2018 avec une mise en place progressive, au début plutôt fastidieuse, ne serait-ce que pour l'ampleur du texte qui était difficilement accessible. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, le règlement est entré dans le paysage et s'installe de plus en plus dans tous les champs, mais évidemment, principalement dans le champ des collectivités territoriales. Donc, la première question qu'on aimerait vous poser, Madame Havel, c'est sur la mise en place du RGPD dans les collectivités, vu qu'on s'est déjà vu l'année dernière lors de la seconde édition des États généraux. Est-ce que des choses ont évolué? Est-ce que le RGPD a progressé dans les collectivités ou est-ce qu'il y a toujours des freins qui semblent un petit peu insurmontables? Et surtout, quelle est l'action de la CNIL pour accompagner les collectivités dans ce travail? Merci Anna. Bonjour à tous. Donc, je suis Tiffaine Havel, je suis conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires de la CNIL et je veille plus particulièrement, je dirais, sur l'activité collectivité territoriale de la CNIL, notamment en lien avec les élus et les associations d'élus. Pour répondre à votre question, Anna, je dirais que même si le RGPD s'est inscrit dans la continuité des principes de la loi informatique et liberté, qui était quand même une loi qui existait depuis 1978, donc pas tout à fait nouvelle dans le paysage réglementaire. Comme vous l'avez bien souligné dans votre introduction, c'est un texte qui est suffisamment compliqué et difficile à mettre en œuvre pour que l'on ait identifié à la CNIL la nécessité d'accompagner les collectivités, plus particulièrement dans leur mise en œuvre. Ceci rejoignait aussi évidemment le souhait du législateur de 2018 qui l'a inscrit en dur, je dirais, à l'occasion de la modification de la loi informatique et liberté.
Alors, le secteur, du point de vue de la CNIL, se caractérise par une extraordinaire hétérogénéité des acteurs. Je pense que tous ceux qui suivent ce matin ce webinaire l'éprouvent au quotidien. Tous les acteurs locaux ne sont pas égaux face à l'arrivée du RGPD, que ce soit en termes de connaissance du sujet, protection des données personnelles, que des moyens mis à la disposition des collectivités pour se consacrer au numérique. Ce constat qui avait été rapidement fait dans, je dirais, la première année de mise en œuvre du RGPD 2018-2019, on a travaillé dessus et on a décidé à la CNIL de faire une priorité d'accompagnement des collectivités dans la phase 2019-2020. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'on a fait et ça va bien évidemment se poursuivre. Donc premier élément, grande hétérogénéité des acteurs et inégalité, je dirais, de moyens et d'action. Deuxième constat par rapport aux collectivités, par rapport à l'obligation devant laquelle se trouve l'ensemble des collectivités, sans exception, de désigner un délégué à la protection des données personnelles, qui est, je dirais, le personnage chargé de piloter les démarches de mise en conformité et de maintien en conformité. Eh bien, cette obligation est diversement prise en compte, là aussi, en fonction du niveau de collectivité. On constate, malgré tout, depuis un an, une forte progression. Et c'est encourageant, même si les chiffres ne sont pas identiques en fonction des niveaux de collectivité. Pour vous citer quelques chiffres mis à jour que nous avons à la CNIL, mis à jour au mois de juin 2020, nous estimons qu'il y a environ 43% des communes qui ont désigné un délégué à la protection des données. Nous avons le chiffre de 15 229 communes qui ont maintenant désigné un délégué à la protection des données, ce qui est un chiffre qui a fortement progressé en un an. Donc, c'est quand même très, très encourageant. On avait déjà atteint, il y a un an, d'excellents chiffres au niveau des départements, puisqu'on est maintenant à quasiment la totalité des départements, presque 95% des départements, je parle sous le contrôle des gens de l'ADF qui nous écoutent, peut-être pourront-ils réagir tout à l'heure, mais on a d'excellents chiffres au niveau de l'ADF et au niveau des régions métropolitaines, nous sommes arrivés à 100%, ce qui est un très bon chiffre sur les 13 régions métropolitaines. Donc on voit bien que il y a évidemment là aussi ces chiffres-là qui peuvent illustrer l'hétérogénéité des situations. Dernier élément, je dirais que le travail que nous avons commencé et que les équipes ont commencé au niveau municipal ne doit pas s'interrompre avec l'épisode électoral que nous connaissons. Je parle d'épisode parce que, enfin, je pourrais parler de feuilleton parce qu'on est sur un feuilleton, un rebondissement sur voilà plusieurs vagues de mise en place d'équipes municipales. Mais nous, on a à cœur de poursuivre notre action aussi en 2020 et de continuer à mettre un focus très important sur l'accompagnement des collectivités parce qu'on ne veut pas évidemment que ces élections municipales constituent une césure dans la courbe de progression de mise en conformité et de désignation des délégués à la protection des données. Nous comptons très fortement sur les nouvelles dynamiques locales qui vont se mettre en place et pourquoi pas sur l'accompagnement de nouvelles générations d'élus à venir au niveau local. Donc ça, c'est, je dirais, un petit peu l'état des lieux. Pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce que la CNIL a fait pour accompagner les collectivités et singulièrement sur la période 2019, premier semestre, parce qu'on est presque à la fin du semestre 2020. On a d'abord développé des outils pédagogiques et juridiques
Et puis, je vous parlerai aussi de la disponibilité et de l'organisation des équipes de la CNIL. Et enfin, des partenariats au niveau institutionnel que nous avons mis en place. Sur les contenus pédagogiques, tout d'abord, et pour faire la transition avec l'hétérogénéité des situations que je signalais lors de cette première partie, nous avions quand même identifié que les petites structures, et notamment les petites communes, notamment au niveau rural, avaient besoin d'outils pratiques et basiques, je dirais, d'accompagnement. Nous avons travaillé et rendu public à l'automne dernier un guide de sensibilisation au RGPD spécifiquement dédié aux collectivités territoriales. Ce guide est bien entendu disponible sur le site internet de la CNIL. Nous avons effectué aussi un gros travail de diffusion avec un routage à l'ensemble des communes de France. On espère vraiment que ce guide, qui a vocation de manière vraiment très basique à proposer des clés de compréhension des grands principes informatique et liberté, des clés de compréhension pour avoir les bons réflexes à adopter, puisse produire ses effets et disséminer, je dirais, le plus grandement possible. Nous avons aussi, en complément de ce guide thématique, enrichi le site internet de la CNIL sur la thématique collectivité, avec des fiches pratiques que l'on publie, je dirais, au fil de l'eau, qui sont assez ciblées sur les problématiques collectivité, état civil, vidéo, stationnement payant, téléservices, etc. Donc, on essaye vraiment d'accompagner au quotidien en fonction des besoins. Et puis, nous travaillons toujours, et nous espérons le mettre prochainement en ligne, mettre une brique qui viendra enrichir notre MOOC dédié aux collectivités dans le MOOC généraliste qui est désormais disponible depuis plusieurs mois maintenant, MOOC RGPD de la CNIL. Ces contenus ciblés, bien entendu, sont complétés aussi par, je dirais, de manière plus généraliste, les contenus que l'on met à disposition sur le ça c'est aussi un des aspects importants, des modèles de registre de traitement, des exemples de mention d'information, des contenus relatifs à la réalisation d'une AIPD, etc. Donc ça, c'est les contenus pédagogiques. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur les outils juridiques parce que là, on rentre vraiment dans des détails qui nous emmèneraient trop loin sur tous les outils qui sont développés dans le cadre du RGPD, les lignes directrices, les règlements types, etc. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là qui est pas forcément trop intéressante pour nous ce matin. Pour en venir peut-être maintenant à la partie sur l'accompagnement par la CNIL au niveau des équipes de la CNIL. Rappelez qu'on a un service dédié à la CNIL aux collectivités territoriales, qui est un service qui fonctionne depuis de nombreuses années maintenant. Que ce service travaille bien entendu en étroite relation avec le service des délégués à la protection des données, que ceux qui nous écoutent connaissent peut-être bien pour avoir des liens réguliers avec eux. Et puis, nous avons aussi bien entendu les permanences téléphoniques qui sont délivrées dans le cadre du service des relations avec le public et qui est un service qui répond je dirais au fil des appels, au fil de l'eau, aux questions. Et nous avons des questions qui émanent des collectivités, beaucoup. Donc que ce soit en présentiel téléphonique ou bien en utilisant les téléservices. Pourquoi j'insiste sur ce dispositif? Parce que il est intéressant de voir que grâce à ce dispositif, nous, on a non seulement la capacité d'accompagner les collectivités territoriales, mais aussi c'est une source pour nous de remonter des sujets et je dirais, prise de température du terrain. C'est très important que la CNIL puisse interagir de cette manière-là, notamment parce qu'elle n'a pas du tout pour prétention de réguler en chambre, mais bien entendu, la régulation de la CNIL,
C'est une régulation qui se fait au plus près des attentes et des acteurs des attentes des acteurs de terrain. Et donc ça, c'est très, très important. On voit bien que les sujets traités en 2019-2020 par nos services émanant des collectivités sont des sujets de plus en plus pointus et qui abordent des questions de plus en plus sensibles, y compris auprès du grand public et donc des citoyens qui font appel aux services des collectivités. Que ce soit des questions de fiscalité locale, de sécurité, bien entendu, toutes les questions de sécurité de police liées à la police municipale, les questions de smart cities, les questions de vidéo avec l'utilisation des caméras piétons, la vidéo-verbalisation, et je ne parle même pas des questions de reconnaissance faciale qui ont pas mal occupé aussi l'actualité, y compris l'actualité des collectivités ces derniers mois. Dans ces sujets-là, je voudrais aussi signaler que la CNIL a une capacité et fait de l'accompagnement et délivre des conseils dans le cadre de l'organisation des élections, des processus électoraux en matière de communication électorale. Donc, on a pu répondre à des questions dans le cadre des élections municipales. Et puis aussi, un dernier petit point qui commence à imprégner aussi les préoccupations des élus, c'est la question de la démocratie participative, et nous avions organisé à la fin de l'année dernière, en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental, un événement au CESE en décembre autour des Civic Tech, avec une publication qui est sortie à cette occasion-là et que vous retrouvez aussi sur le site internet de la CNIL. Voilà pour les grands sujets. Un mot peut-être pour terminer, pour ne pas être trop longue, sur les partenariats que la CNIL noue. Alors, pourquoi d'abord ces partenariats? J'avais eu l'occasion déjà de le dire l'année dernière, et puis j'ai déjà un petit peu abordé il y a quelques secondes, dans la logique de proximité d'accompagnement que la CNIL souhaite développer. On a développé en direction des têtes de réseau du service public local une stratégie de partenariat pour soutenir les actions menées par ces têtes de réseau. Alors pourquoi? Je reviens pas parce que j'en ai beaucoup parlé l'année dernière. C'est d'abord encourager le travail en réseau et permettre à la CNIL de toucher le plus grand nombre, sachant que nous n'avons pas les ressources pour faire de l'accompagnement ciblé avec l'ensemble des acteurs sur un accompagnement dossier par dossier. C'est quand même très difficile compte tenu des ressources allouées à la CNIL. Et puis, deuxième versant de cet intérêt de travail en réseau, c'est évidemment la co-construction de règles de droit souple. Et donc, s'appuyer sur les connaissances de terrain, comme je le disais un instant, connaître les obstacles, les contraintes rencontrées sur le terrain, nous permet d'améliorer notre connaissance et d'aligner au mieux le cadre juridique et la diffusion par là même de la culture informatique et liberté. Donc nous avons noué des partenariats, le plus ancien maintenant qui existe depuis 2017 avec l'Association des départements de France et qui fonctionne extrêmement bien. Nous avons conclu une convention à l'automne 2019 avec l'Association des maires de France, juste avant le congrès des maires. Nous espérons vraiment que ces axes de collaboration sur la sensibilisation des communes et intercommunalités au cadre informatique et liberté permettra d'améliorer cette courbe dont je parlais dans la première partie de mon intervention. Cette convention donc a été signée juste avant le congrès des maires auquel nous avons participé et auquel nous étions partenaires, puisque notre guide collectivité a été diffusé via l'ensemble des mallettes des congressistes au congrès des maires de novembre 2019. Et puis nous avions aussi un stand sur le salon des maires en 2019 et nous allons rééditer cette présence au salon des maires 2020.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour et j'espère avoir répondu, Anna, à vos 2 premières questions. Merci Tiffaine. Oui, effectivement, vous avez très bien répondu aux premières questions. Je voudrais juste, avant de laisser la parole aux personnes qui nous regardent et que j'encourage à poser des questions dans le chat sur YouTube, vous interroger sur la très récente période, puisque bon, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la France sort tout doucement d'une période extraordinaire de confinement et de crise sanitaire importante qui ont mis les collectivités territoriales en première ligne voilà, dans la protection de leurs citoyens, dans la mise en place de services. On a vu notamment sur on l'a pas mal relayé sur le site internet de Ville Internet, les actions qui ont été mises en place par les mairies notamment, et notamment dans les dans les villages ruraux qui se sont donné les moyens d'accompagner leur population dans la période. Je sais que la CNIL a également mis en place un dispositif pour accompagner les collectivités dans cette période. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot avant que je vous relaye les questions qui nous sont posées sur le chat? Oui, bien sûr, merci Anna. Évidemment, comment ne pas dans dans ce bilan de l'année écoulée, ne pas parler évidemment de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire. La CNIL s'est très rapidement organisée pour, je veux dire, accompagner au mieux les collectivités. Donc on a dès l'origine, dès le début du confinement, pris contact et fait une offre de service auprès des grandes associations d'élus. Nous avons eu des échanges réguliers, en particulier avec l'ADF de manière très régulière, et l'AMF, ce qui nous a permis d'avoir une interaction assez positive, notamment pour travailler sur des contenus dédiés qui sont disponibles sur le site internet de la CNIL, puisqu'on a enrichi durant toute la période notre site internet. Je cite les plus grosses questions qui ont fait l'objet de fiches publiées sur le site internet, les registres communaux d'alerte et d'information des populations, leur utilisation, les traitements de données associés évidemment aux opérations de distribution de masques, et puis l'utilisation du fichier de la taxe d'habitation pour la distribution des masques, qui a fait l'objet d'un travail plus particulier, y compris par un point spécifique lors d'une séance plénière de la CNIL le 30 avril dernier, où il a été question de l'adossement des opérations de distribution de masques aux données contenues dans le fichier de la taxe d'habitation, et ce qui a conduit à la CNIL à estimer que l'utilisation de ces données, en particulier pour l'envoi des masques, pouvait être légalement mise en œuvre dans le cadre de le cadre de la période actuelle. Les services de la CNIL ont mis en place en mode agile des dispositifs pour répondre à l'urgence des questions en lien avec la crise sanitaire. Et nous avons reçu beaucoup de questions qui partaient toutes, je dirais, de la même base, de la même racine, qui était: suis-je autorisée à le faire, et à défaut, comment puis-je faire? Autour de 8 grandes familles que je cite: la distribution des masques, je viens d'en reparler, le recensement de la population vulnérable, donc quels fichiers on peut utiliser, quels fichiers sont communicables au CCAS, etc. La question de la réquisition des résidences secondaires, des questions électorales, de manière pas totalement annexe à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les sujets des questionnaires de santé, notamment ceux adressés aux agents municipaux, l'utilisation des drones, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça a fait une actualité récente avec une décision du Conseil d'État, les caméras thermiques, les questions qui touchent à l'accueil des enfants et des enfants
prioritaire dans les écoles et dans les crèches, la prise de température des enfants et des personnels. Et enfin, peut-être en creux, mais l'actualité ne nous a pas encore totalement rattrapés. Nous n'avons pas encore reçu de questions spécifiques des collectivités à propos de la mise en œuvre maintenant toute prochaine de l'application Stop Covid. On n'a pas vraiment été contacté pour le moment à ce sujet-là. Voilà à peu près ce que je pouvais vous en dire rapidement. Je ne m'appesantis pas évidemment sur les autres décisions prises par la CNIL dans cette période, plus généralement, mais qui peuvent avoir là aussi des incidences sur les activités des collectivités. Je viens d'en toucher un mot, c'est l'appli Stop Covid. Et puis, puisqu'elle a donné lieu à 2 avis rendus par le collège de la CNIL, le 24 avril et le 25 mai, vous retrouvez en ligne sur le site internet de la CNIL. Et puis, l'avis là aussi du collège de la CNIL du 8 mai, prononcé en urgence sur un projet de décret d'application de la loi prorogeant l'état d'urgence. Là, c'était pour encadrer les 2 systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid, qui permettent la mise en place d'une politique de suivi de dépistage dans la période de déconfinement progressif que nous vivons actuellement. Cet avis est aussi disponible sur le site internet de la CNIL. Voilà. Très bien. Bon, merci pour ces compléments, Tiffaine. Pour le moment, nous n'avons pas de questions précises. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui nous adressent pour certaines le bonjour sur le chat. Pas de questions particulières. Si je peux me permettre d'en poser une, puisque vous êtes souvent nommé le gendarme. La CNIL serait le gendarme des libertés. Et vous n'avez pas évoqué et je sais que c'est une question qui avait déjà été posée l'an dernier par les personnes qui étaient venues assister à la seconde édition des États généraux et qui, du coup, je pense, peut intéresser ceux qui nous suivent aujourd'hui. Vous n'avez pas évoqué votre activité de gendarme. Oui. Existe-t-elle voilà, que faites-vous sur ce thème-là? Je vous laisse répondre. J'aurai peut-être quelque chose à rajouter après. J'attends de voir. D'accord, ok. C'est vrai qu'on avait, présidente de la CNIL avait eu l'occasion de dire que à l'occasion de la présentation du rapport d'activité de l'année dernière, et alors qu'elle entrait elle-même en fonction à la CNIL comme présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, à cette époque-là, en avril 2019, que la CNIL jouerait pleinement son rôle dans le cadre des fonctions et des compétences répressives qui sont les siennes, pour qu'on avait, je dirais, terminé la phase d'atterrissage RGPD 2018 et bien sûr que cette phase devait se poursuivre par une phase plus active. Alors, s'agissant des collectivités, la question est plus, comment dire, peut-être mon exposé, la première partie a permis de le souligner, mais j'y reviens. L'idée n'est pas évidemment de tomber à bras raccourcis sur les acteurs publics, surtout ceux qui ont peu de moyens. L'idée est quand même d'accompagner, de faire de la pédagogie sur cette première phase. On peut considérer que, au vu de l'hétérogénéité des acteurs, on était encore dans une première phase d'accompagnement. Tous les outils n'avaient pas été largement adaptés et diffusés. Et donc, ce gros travail d'accompagnement, de diffusion via les têtes de réseau, on commence à bien avoir progressé. Et donc,
sais pas quelle sera la décision, je dirais, de la CNIL sur ce point-là dans les mois qui viennent. Mais la chaîne répressive de la CNIL fonctionne. Et elle fonctionnera évidemment pour tous les acteurs, publics comme privés. Voilà. Je tiens à souligner aussi que cette phase d'accompagnement ne nous dispense pas, évidemment, de diligenter des contrôles. Et la chaîne répressive, c'est tout un ensemble de mesures en réalité qui ne vont pas, je dirais, de manière automatique à la sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire qu'on brandit de manière évidemment comme un objet qui a son importance, puisque le montant des sanctions pécuniaires a été substantiellement rehaussé par le RGPD. Mais le fonctionnement de la chaîne répressive de la CNIL est faite avant tout de va-et-vient avec les responsables de traitement pour les amener à une mise en conformité. C'est bien cet objectif-là qui est poursuivi dans l'intérêt de tous. Très bien, merci. J'ai de nouvelles questions sur le chat. Donc, j'ai La Rochelle Ensemble qui pose la question donc, les règles relatives aux cookies ne relèvent pas du RGPD, mais du règlement européen e-privacy en cours de révision. Et donc, la question est quand cette révision est-elle prévue? Je vous en donne quelques-unes pour. Je vous donne 2-3 autres questions et ensuite vous pourrez y répondre, peut-être. Oui. François Dubruy pose la question, y a-t-il une réflexion en cours de la CNIL sur le processus de contrôle et le Covid-19 une évolution des modalités pratiques Michael de Ville Internet demande, en un an, nous sommes donc passés de 10 562 communes ayant désigné leur DPD à 15 229. Y a-t-il des disparités fortes en fonction du nombre d'habitants? Et il ajoute, quel type de délégation est privilégié pour les communes rurales? Un retour d'usage particulier sur les solutions mutualisées à l'interco. Et d'ailleurs, ça fait écho à François Dubruy de la métropole européenne de Lille qui dit qu'eux ont désigné un DPD en interne et créé une équipe de DPD mutualisée au service des communes membres. Alors, sur le calendrier de révision de la directive e-privacy, malheureusement, j'ai pas grand-chose à vous dire de nouveau, puisque on est quand même dans le flou sur ce plan-là. Donc, malheureusement, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur le calendrier européen, sachant qu'en plus, on a évidemment, comme l'ensemble des acteurs, le niveau européen a été fortement impacté par l'épidémie. Donc, je dirais que les activités qui avaient cours avant ont été interrompues. Donc, c'est quand même très difficile aujourd'hui d'y voir clair sur cet aspect-là. Donc voilà, on essaye d'avancer nous de notre côté et on a travaillé avec les acteurs et mis à consultation publique nos recommandations. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ce texte européen pour asseoir dans le droit dur européen un encadrement. Donc on l'appelle de nos voeux et on travaille d'arrache-pied pour que ça puisse se faire rapidement. Mais j'ai pas de calendrier européen à vous donner. Les contrôles dans le cadre de la crise sanitaire et de la Covid-19 et l'évolution des pratiques de la CNIL, je suis pas certaine d'avoir bien saisi la question.
sur, en tout cas, les dispositifs mis en œuvre par le gouvernement, j'ai fait référence tout à l'heure, la CNIL a rendu un avis le 8 mai sur le projet de décret dans le cadre de la mise en œuvre des 2 systèmes d'information. Et la CNIL a déjà annoncé qu'elle diligenterait des contrôles dans les premières semaines d'application de ce système. Donc là aussi, il n'y a pas de voilà, on n'a pas vocation à rester sans rien faire dans cette phase de mise en œuvre. Et cet accompagnement et ces contrôles, ils pourront se faire à toutes les phases de mise en œuvre. Donc, je dirais là, dans la courbe de démarrage, pendant et bien entendu, pourquoi pas à l'issue, notamment pour s'assurer que quand les systèmes se seront éteints 6 mois après la fin de l'état d'urgence, 6 mois après la fin de la date d'état d'urgence, là aussi, il pourra y avoir des contrôles. On est vraiment dans différentes phases et la CNIL les a bien séquencées afin de pouvoir faire de l'accompagnement et du contrôle. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de l'internaute qui avait posé cette question par chat. Il me semble. Si jamais ce n'est pas clair, il peut voilà, étayer sa question. Mais... Ceci arrivant évidemment en complément des éléments que j'ai eu l'occasion de développer pendant mon propos liminaire sur les dispositifs mis en œuvre par les équipes de la CNIL pour faire le suivi sanitaire. Je voudrais souligner que les équipes de la CNIL ont eu à cœur vraiment pendant cette période de prendre en considération les demandes de terrain au plus près et d'y répondre dans des temps vraiment records compte tenu de la gravité de la situation et de la nécessité d'accompagner vraiment quasiment en temps réel les acteurs. Et ce qui fait que ça a conduit la CNIL à vraiment avoir un fonctionnement qu'on ne peut pas qualifier de dégradé, comme on parle beaucoup de fonctionnement dégradé avec notamment le recours intensif au télétravail. Je ne peux pas parler de fonctionnement dégradé de la CNIL, en tout cas en ce qui concerne l'accompagnement des acteurs. Et ça, c'est vraiment un point que je voulais souligner ce matin devant l'ensemble des personnes qui nous suivent. L'internaute est satisfait de votre réponse. Tout va bien. Parfait. Merci. Sur les disparités et les chiffres pour les communes de désignation des délégués à la protection des données, effectivement, on est encore sur un étiage pas totalement satisfaisant en ce qui concerne les communes et singulièrement les disparités, j'en ai parlé dans mon propos liminaire, c'est les toutes petites communes, les communes en milieu rural et qui n'ont pas du tout encore eu la possibilité de travailler sur le sujet. Le guide d'accompagnement, il était vraiment fait pour ces petites structures et on retrouve dans ce guide des éléments qui encouragent très fortement à trouver des solutions de mutualisation liées à la protection des données au niveau local. Toute forme de recours à la mutualisation dans cette période-là est fortement encouragée. Et je dirais, au-delà de la mutualisation, ce qui est encouragé, c'est de bénéficier de l'expérience de ceux qui ont fait ça. Et on voit que, alors peut-être que ceux qui nous suivent et qui ont mis en place des équipes de délégués à la protection des données mutualisées en parleraient beaucoup mieux que moi, mais je crois que il faut faire de la pédagogie au plus près du terrain
ceux qui ont mis en place des solutions mutualisées, on voit que ça intéresse les autres. Voilà. L'idée, c'est de ne pas laisser les équipes municipales, notamment, chacune dans leur solitude et dans leur difficulté à tourner en rond comme un hamster un peu dans sa roue, sans savoir par quel bout prendre le, le sujet. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait eu d'autres questions. J'avais noté que ça, Anna. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Et oui, oui, vous avez mutualisé, enfin fusionné les deux questions, mais répondu sur la Oui, question de la oui, délégation privilégiée pour les communes rurales. Donc, et voilà. d'ailleurs, sur ce sujet-là, je pense que l'outil Ville Internet intervient également parce que Bien sûr. les collectivités, et notamment les communes rurales, les petits villages ou moins petits, ont aussi la possibilité de mutualiser les expériences via Ville Internet, qui fait ce rôle aussi de mise en relation entre les personnes qui ont mis en place des choses qui fonctionnent. Et donc, ne pas hésiter aussi à utiliser cet outil Ville Internet, l'Atlas notamment sur le site de Ville Internet, qui est cette cartographie inédite de l'ensemble des actions numériques mises en place par les collectivités, et quelque chose de très utile qui fonctionne bien et qui permet à ceux qui ont l'impression de tourner en rond, voilà, et de ne pas savoir par quel bout prendre les choses, bah, ils ont quand même un certain nombre de ressources à la CNIL et à Ville Internet. Oui. Je voudrais souligner que l'accompagnement aux communes les plus modestes ne se termine pas avec le guide pour la CNIL, et on continue à réfléchir à des outils et à des formes d'accompagnement. Donc voilà, c'est toutes les suggestions d'ailleurs sont les bienvenues. Et donc voilà, on est vraiment très 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 conscient des difficultés, et je boucle un petit peu la boucle avec ce que je disais sur le processus électoral. Dans cette période où de nouvelles équipes municipales vont arriver, il faut poursuivre l'effort, et j'espère que l'année prochaine, à cette même période, s'il y a une 4e édition des États généraux de la protection des données personnelles, on pourra faire un bilan un petit peu plus fin et un peu plus, je dirais, positif sur le déploiement dans les communes les plus modestes. Merci Tiffaine, je pense que c'est une belle ouverture pour conclure et pour se donner rendez-vous l'année prochaine où on peut espérer frôler les 100% de DPO et d'adjoints au numérique et d'adjointes au numérique, qui à mon avis voilà, permettront aussi de développer tous ces services et la mise en place du RGPD dans les collectivités. Je vous remercie d'avoir été présente pour cette 3e édition des États généraux, et je vous donne rendez-vous l'an prochain. C'est un plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir à tous Bonne continuation. Merci, au revoir.